Bien bonjour, bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à la rétrospective des films d'Otto Preminger. Ça a commencé le 2 janvier, ça va durer jusqu'au 2 février. Il y a beaucoup de films, la plupart repassent. C'est l'occasion pour vous de découvrir, redécouvrir une œuvre immense dans le temps, mais aussi esthétiquement, une œuvre cruciale du cinéma hollywoodien. Et pour vous présenter le film de cet après-midi, Bonnie Lake a disparu, qui est un film de la dernière période d'Otto Preminger, qui date de 1965. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas Saada, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Je l'ai invité au moment de la rétrospective Kurosawa, Richard Fleischer. J'aime beaucoup m'entretenir avec lui et puis surtout l'écouter. Nicolas Saada est critique de cinéma, il a été longtemps journaliste et critique au Cahier du cinéma, il est scénariste, il est cinéaste et surtout il a un rapport, j'allais dire, vivant à l'histoire du cinéma. C'est quelque chose qui le passionne, le rapport au film et le rapport au film de quelque époque et de quelque lieu qu'il soit, ce qui fait que chaque fois qu'on lui demande de parler d'un film, on a l'impression qu'il l'a revu hier. Voilà, donc Bonnie Lake a disparu. Si tu veux nous dire quelques mots et de ce film et bien sûr de ton rapport ou de ton goût pour les films de Preminger. D'abord, Bernard, merci, parce qu'en fait j'ai insisté pour faire présenter un film de Preminger. Quand j'ai su que la rétrospective avait lieu là, en janvier, j'ai carrément dit à Bernard, écoute, je vais absolument présenter un film, et en particulier celui-là, Bonnie Lake. Et moi, qui a vu Bonnie Lake a disparu ici? Plutôt qui ne l'a pas vu? Voilà, donc ça c'est super. Qui ici a envie de faire du cinéma? Est-ce qu'il y a des cinéastes en herbe ou des gens qui veulent faire du cinéma? Pas beaucoup, hein, c'est dommage. Mais en tout cas, pour Preminger, moi c'est vrai que c'est un ciné. Tu dis que j'ai pas été critique, j'ai écrit sur le cinéma assez mal. J'ai jamais considéré ça comme. Enfin, en ce qui me concernait, c'était ni un but, ni une envie, c'était plutôt un passage. Plus mon vrai désir depuis toujours, c'était de faire des films. Et c'est intéressant de parler justement de Preminger parce que c'est un cinéaste que j'ai découvert à partir du moment où j'ai commencé à faire des films. C'est que jusqu'à mon premier film, je voyais Preminger comme ce cinéaste sérieux, engagé, un peu raide, très germanique, sans vraiment saisir l'importance du bonhomme, quoi. Et puis quand j'ai commencé à faire du cinéma, en particulier quand j'ai fait mon premier film espion, je vois quand même beaucoup de films qui se passent à Londres. Et donc je vois Bonnie Lake, et là je suis absolument sidéré par le film. Évidemment, je revois tous les films de Preminger, et je réalise à quel point, finalement, Preminger, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il vient du cinéma classique américain, il vient du théâtre allemand, et en même temps, il va durer jusqu'à quasiment la fin des années 60, le début des années 70. Et c'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup de cinéastes de sa génération, s'est adapté au cinéma qui évoluait, qui changeait. Donc, c'est la phrase de Godard, classique égale moderne. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout souffert du passage du cinéma à l'ère moderne. C'est-à-dire qu'il était tellement mûr et tellement dans l'anticipation de ce que pouvait devenir le cinéma qu'il n'a jamais été pris de court par la façon dont le cinéma évoluait. Et ça, c'est la marque des grands cinéastes. Et surtout, de se dire, pour ceux qui ont commencé à voir la rétrospective, dites-vous que 20 ans avant ce film, vous allez voir, il fait Laura. On a du mal à se dire que c'est le même homme qui a fait Laura et Bonnie Lake. Autant quand on voit Correspondant 17 d'Hitchcock et Le Rideau déchiré, c'est des films qui ont plus de 20 ans d'écart, on se dit oui, c'est Hitchcock qui a fait les deux films, on ne voit pas un écart esthétique, on voit même parfois un retard de génération sur ce qui est en train de se passer dans le cinéma, alors que Preminger est toujours en accord avec ce qui se passe autour de lui. Il me fait penser à Duke Ellington. Duke Ellington, il commence dans les années 20-30, et à la fin de sa carrière, il enregistre avec Charlie Mingus, avec John Coltrane, avec toute la jeune génération de jazzmen. Il est toujours ce jeune homme du jazz, même s'il a 40 ans d'histoire derrière lui là. Il a 25 ans, 30 ans de cinéma derrière lui. Il est. Duke Ellington qui est dans. Qui est en plus dans Autopsie d'un meurtre. Ça, j'y ai même pas pensé. Mais, et donc, voilà, il y a d'abord ça, et ensuite il y a. Je remarque aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les discussions, les gens qui disent oui, le plus grand plan séquence de l'histoire du cinéma c'est ça, ou d'autres qui disent mais non, c'est dans tel film, etc. En fait, pour ceux que ça intéresse, regardez comment c'est filmé. Regardez le début du film. Quand Kerduléa, un des deux personnages, vide l'appartement, part en voiture pour rejoindre Caroline Lay, là, et tout le début du film dans la maison. La caméra ne lâche jamais les personnages, la caméra bouge tout le temps. C'est-à-dire quand on commence à faire attention
à ce qui se passe cinématographiquement dans les films de Preminger, c'est une folie. C'est-à-dire que c'est le roi du plan séquence invisible. C'est-à-dire que moi j'ai mis 4, 5, 6 visionnages de Benilek a disparu pour comprendre qu'il y a des séquences entières qui sont en plan séquence que je m'en étais pas aperçu tellement j'étais pris par l'histoire. Et c'est sa grande force, c'est à la fois un compositeur et un instrumentiste. C'est quelqu'un qui compose l'image, mais qui a aussi quelque chose à raconter. Donc, en tant que cinéaste, c'est quelqu'un qui m'inspire tout le temps. Chaque fois que j'ai un coup de découragement ou que quelque chose ne se déclenche pas dans ma tête pour trouver une idée, je revois les films de Preminger et je revois Benilek. C'est à la fois un film policier, un film noir, une étude psychologique, c'est presque un film d'horreur d'une certaine manière. Il y a un secret dans le film que je n'ai évidemment pas révélé, et il y a un mystère aussi, mystère secret. Et en plus de ça, ce que je trouve très beau dans ce film, c'est qu'on a un personnage féminin qui est assiégé par l'ignorance, par des gens qui ne veulent pas l'écouter, qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas la croire, et qui se retrouvent seuls finalement non pas à chercher la vérité, mais simplement à affirmer la vérité qui est toujours la sienne depuis le début du film. Et de ce point de vue-là, c'est très bouleversant sur le personnage féminin. Puis un autre élément important, c'est que le film se passe à Londres, et que Preminger, à l'époque, était très intéressé par ce qui se passait en Europe dans le cinéma européen, Antonioni, la Nouvelle Vague, et il y a des séquences où il filme l'héroïne dans les rues de Londres, et on voit que c'est filmé j'avais pas en caméra cachée, mais qu'on est vraiment dans la rue, quoi. Et quand on se dit que c'est ce même Preminger qui, 20 ans plus tôt, était dans les studios de la Fox à faire des plans au cordeau de Laura, voilà la marque d'un cinéaste qui évolue avec son temps, mais qui garde quand même son style, sa vision du monde, son rapport au bien au mal qui est quand même toujours un peu ambivalent. Et surtout, vraiment, je trouve que c'est un film qui a une espèce de force intérieure. Il me fait beaucoup penser à un autre film que j'ai vu qui s'appelle Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa. Je ne vous révèle rien, mais c'est très rare d'avoir des films de tension, de suspense, qui tout d'un coup vous mettent au bord des larmes au moment où vous y attendez le moins. Et c'est un film qui, toujours moi, lorsque la dernière image du film apparaît, je suis au bord des larmes, alors que j'ai été tendu comme un arc pendant 1h40 et quelques. Donc voilà, c'est vraiment un cinéaste que j'admire. Il faut aller revoir tous ces films, il faut vraiment les voir, les revoir et puis regarder derrière les choses, derrière les plans, derrière le... Il y a quelqu'un qui a un style qui n'est jamais ostentatoire. C'est-à-dire qu'on peut ne pas faire du tout attention, mais quand on commence à faire attention, on se dit mais comment elle a fait ça? Les scènes dans l'école maternelle au début, la caméra qui fait comme ça, qui rentre dans les pièces, qui ressort. Je ne sais pas comment il fait. Parce qu'à l'époque, les caméras, c'est pas des petites caméras. Donc voilà, et donc c'est un cinéaste qui est en pleine maturité, qui a 60 ans et qui fait un film de jeune homme. Et voilà, c'est un film que je suis très heureux de revoir en salle aujourd'hui avec vous. Excusez-moi, j'étais trop long. Mais non. J'ai presque envie de te relancer, mais je sens qu'ils ils ont envie de voir le film. Je les comprends. Merci mille fois, Nicolas. Merci. Bonne projection et bonne découverte de Benilek. Et je vous invite évidemment à suivre la rétrospective. Nicolas a raison, dans le cas de Preminger, si vous arrivez, en fait c'est comme une sorte de schizophrénie heureuse, il faut que vous arriviez à suivre l'histoire tout en regardant comment elle vous est racontée, par quel artifice de mise en scène, parce que s'il y a bien un cinéaste de la mise en scène, c'est Preminger. Je crois qu'à propos des fameux travelling sinueux, c'est Godard qui disait de Preminger que c'était un œil hydraulique. Voilà, alors à vous aussi de vous mettre dans les pas de l'œil hydraulique et de tout suivre en même temps. Bonne projection. Bonne projection.